produit par Binge Audio. En hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. C'est un décès plus politique que jamais. Le samedi 14 février 2026, Quentin Derenc, un militant néofasciste de 23 ans, est mort de ses blessures après une rixe entre des militants d'extrême droite radicale et des militants antifascistes. Une bagarre violente qui a tourné au passage à tabac et qui lui a coûté la vie. Ces affrontements ont eu lieu en marge d'une conférence de l'eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon, conférence que le groupuscule identitaire féminin Némésis est venu perturber. Depuis la mort de Quentin Derenc, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par le procureur de la République de Lyon. À l'heure où j'enregistre ces mots, le lundi 23 février, 7 suspects ont été mis en examen. Puisque l'enquête vient de commencer, il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions claires. Mais ce drame a déjà remué toute la sphère politique, en remettant au cœur du débat 2 factions militantes ennemies, encore trop mal connues de l'ensemble de la population. 2 mondes militants composés très majoritairement d'hommes. C'est ce qui nous a poussés à en parler ici, dans Les couilles sur la table. Dans les 2 épisodes qui suivent, Talma Desta reçoit Sébastien Bourdon, un journaliste indépendant qui a enquêté à la fois sur les militants antifa et sur ceux de l'extrême droite radicale. Ensemble, ils reviennent sur les idées, les modes d'action, les rapports au monde de ces 2 planètes opposées, sur leur culture militante, leur rapport à la violence et bien sûr à la virilité. Là où la violence est consubstantielle au projet de société qui est porté par l'extrême droite radicale, à contrario, pour les militants et militantes antifascistes, la violence ne fait pas partie de leur projet politique, mais la violence fait partie du registre d'action qu'on peut mobiliser en réponse à une violence préexistante. Je m'appelle Naomi Titi, bienvenue dans Les couilles sur la table, le podcast qui explore les masculinités créé par Victoire Tuaillon. Je laisse le micro à Talma Desta pour le premier épisode sur l'extrême droite radicale. Bonne écoute. Quand vous entendez néo-nazis, nationaux-révolutionnaires, néo-fascistes, identitaires ou bien encore royalistes, ça vous paraît peut-être être une galaxie un peu nébuleuse. Et c'est vrai que les individus qui font partie de ces groupes, en grande majorité des hommes, sont présentés la plupart du temps comme très minoritaires ou en tout cas comme un groupe avec un projet politique assez marginal. Aujourd'hui, il est très difficile de comptabiliser le nombre de militants membres de groupuscules d'extrême droite en France. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2023, il y avait 1300 personnes fichées S pour appartenance à ce que les autorités publiques appellent l'ultra-droite. D'après mon invité du jour, si on recalcule les statistiques officielles, il y aurait environ 10 000 personnes appartenant à ces mouvances en France aujourd'hui. Dans la discussion d'aujourd'hui, on va comprendre que malgré ce faible nombre, ces hommes occupent une place stratégique bien plus importante qu'on ne l'imagine. Parce que leur influence ne se mesure pas seulement en nombre d'adhérents, mais en capacité de nuisance, en implantation locale, en circulation d'idées, et surtout en lien avec des espaces politiques, médiatiques et culturels beaucoup plus larges et qui font de ces milieux d'extrême droite radicale de véritables laboratoires de la fascisation de nos sociétés. Alors quel est le profil de ces jeunes hommes et qu'est-ce qui les a poussés à s'engager dans des groupuscules souvent ultra-violents ? Comment le culte du corps et de la bagarre a pris une place centrale dans leur pratique politique ? À quoi servent les femmes de ces mouvements ? Quels sont les liens de ces militants avec l'extrême droite organisée en partis politiques, comme Reconquête ou le Rassemblement national ? Pourquoi les autorités publiques s'inquiètent de plus en plus du risque d'attentats commis par des membres de l'extrême droite ? Sébastien Bourdon, bonjour. Bonjour. Vous allez nous aider aujourd'hui à répondre à ces questions. Vous êtes journaliste indépendant spécialiste de l'extrême droite. Vous avez notamment réalisé une série d'enquêtes pour Mediapart sur la présence de néo-nazis dans l'armée française.
En 2023, vous avez publié votre premier essai, Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence, sur les antifas en France. On en reparlera dans le prochain épisode. Et en 2025, vous retournez de l'autre côté du spectre politique avec Drapeau noir, jeunesse blanche, une grande enquête sur le renouveau de ce que vous appelez l'extrême droite radicale. Et donc, c'est de ce dernier livre dont on va parler aujourd'hui. Très rapidement, pour évacuer cette question, parce que peut-être que nos auditeuristes se posent cette question aussi, pourquoi vous parlez d'extrême droite radicale ? Parce qu'on pourrait se dire l'extrême droite est par essence radicale. Pourquoi accoler cet adjectif en plus ? Alors, très brièvement sur les termes, déjà juste pourquoi je parle pas d'ultra-droite avant tout. L'ultra-droite, c'est un terme policier qui a été inventé dans les années 90, je résume, mais en gros, il y a une réforme à l'époque des services de renseignement qui font que les services de renseignement n'ont plus le droit de suivre des partis politiques. Et sauf que il y a des partis politiques d'extrême droite, et donc les services de renseignement se retrouvent confrontés à cette difficulté ils peuvent pas suivre les partis politiques d'extrême droite, mais ils doivent suivre des groupes d'extrême droite, mais c'est pas très pratique d'utiliser le même qualificatif. Et donc, ils inventent ce terme d'ultra-droite, qui est littéralement ce qui est pour eux au-delà de ces partis politiques d'extrême droite. Et donc, en fait, d'un point de vue policier, l'ultra-droite, c'est l'extrême droite non parti politique. Si on parle d'extrême droite et d'extrême droite radicale, bon, l'extrême droite, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Le concept d'extrême droite radicale, c'est un concept qui a été théorisé par un historien français qui s'appelle Nicolas Lebourg, qui est un des plus grands historiens de l'extrême droite contemporaine en France. Et lui, la distinction qu'il fait entre l'extrême droite et l'extrême droite radicale, c'est que là où l'extrême droite est pour une sorte de reprise en main autoritaire de la société et du pays, l'extrême droite radicale n'aspire pas simplement à ça, mais aspire à plus et aspire en l'occurrence à une forme de révolution, à cet avènement d'un homme nouveau, tout un tas de discours et d'idées qu'on retrouve notamment incarnés historiquement par le fascisme. Donc c'est ça le distinguo, et c'est là qu'il y a une forme de radicalité supplémentaire par rapport à l'extrême droite classique. Dans cette grande enquête que vous avez faite, vous distinguez 3 courants principaux d'extrême droite radicale aujourd'hui en France. Les nationalistes révolutionnaires, les identitaires et les royalistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement en quoi ils se distinguent, quelles sont leurs convictions politiques et quelle vision du monde ils défendent ? Alors, je vais commencer peut-être par la famille qui va être la plus simple à définir et qui est peut-être pas le cœur de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est-à-dire les royalistes. Les royalistes en France, aujourd'hui, ils s'incarnent essentiellement autour d'une organisation qui s'appelle l'Action française, qui est une organisation très ancienne, fondée à la toute fin du 19e siècle, et qui est une organisation construite autour, si je résume, mais qui naît dans le contexte de l'affaire Dreyfus et qui ensuite se construit autour de la pensée d'un homme, Charles Maurras. Cette organisation perdure aujourd'hui, elle a encore une certaine importance dans ces sphères-là. Et si on doit résumer leur projet politique, c'est le retour du roi. Dans un second temps, on peut parler de la mouvance identitaire. La mouvance identitaire, elle naît telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, grosso modo, vers le début du 21e siècle, avec une sorte de mise à jour, en fait, du logiciel idéologique historique de l'extrême droite. Cette mise à jour, si on peut parler comme ça, se fait autour des attentats du 11 septembre 2001. Le constat, entre guillemets, que font ces militants d'extrême droite à l'époque, c'est de se dire qu'en fait, la menace principale qui pèse désormais sur l'Occident, l'Europe, pour reprendre un peu leur cadre conceptuel, c'est plus les Juifs. Et donc, l'antisémitisme historique très prégnant au sein de l'extrême droite française. Et notamment chez les royalistes, justement. Et notamment chez les royalistes, avec la pensée de Charles Maurras, tout à fait. Que cet antisémitisme, évidemment, il perdure par bien des aspects, mais que c'est plus la question centrale. Et que la première menace, et ce qui illustre, selon eux, ces attentats de 2001, c'est l'islamisme, l'islam radical, le djihadisme, et adossé à cette question-là, va également vite venir bien sûr un enjeu racial, puisqu'il y a un sorte de mélange entre une dimension religieuse et une dimension raciale, biologique, qui est importante dans leur façon de penser. Donc les identitaires, si je résume, mise à jour de l'extrême droite avec cette idée que la menace principale, c'est l'islam. Enfin, troisième courant, le courant nationaliste révolutionnaire, c'est peut-être le plus connu du grand public à travers un groupe qui s'appelle le GUD, le groupe Union Défense. C'est un groupe qui est créé à la fin des années 60, qui est assez important dans les années 70 et qui est vraiment nimbé d'une sorte d'aura de violence et c'est quasiment légendaire ou mythique dans ces milieux-là. Et ce courant nationaliste révolutionnaire, notamment incarné par le GUD, il est assez
poreux, parfois un peu difficile à définir. C'est une sous-famille du néofascisme. Et parmi ces caractéristiques, ce que disent parfois des historiens qui travaillent sur la question, c'est un peu les gauchistes de l'extrême droite. Alors ça paraît assez surprenant dit comme ça, mais en fait quelque chose qui revient très souvent dans leur rhétorique, dans leurs actions, en tout cas dans leur mise en scène, c'est premièrement une dimension sociale et également une dimension anti-impérialiste, avec cette idée qu'il faut, de leur point de vue, soutenir toutes les luttes de libération nationale à travers le monde, de la même façon que la lutte que eux mènent en tant que Français serait une lutte de libération nationale et que la France, en fait, serait elle-même colonisée par un envahisseur étranger. Oui, vous dites que certains de ses membres, d'ailleurs, soutiennent, par exemple, la libération de la Palestine. Ça paraît tout à fait étonnant, mais en fait, le soutien à la cause palestinienne est un des marqueurs historiques du GUD, avec un slogan assez connu dans la mouvance, qui est de Paris à Gaza, Intifada, et qui est vraiment un des slogans peut-être les plus connus du GUD et les plus utilisés du GUD. Mais en tout cas, en termes de mise en scène, de discours et d'idées, il y a cette dimension donc anti-impérialiste qui serait revendiquée également dans un contexte français. Est-ce que les hommes de ces différents groupes, ils se fréquentent? Est-ce qu'ils militent ensemble? Quels liens ils ont entre eux? Alors, on vient de présenter brièvement en fait un sorte de triptyque, 3 chapelles principales qui composent l'extrême droite radicale en France et le paysage de ces dernières années. Pour répondre à votre question, en fait, ça varie à travers le temps. Jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à la fin des années 2010 environ, on a en fait pour chacune de ces chapelles une organisation principale, une organisation politique active à l'échelle nationale. Et donc en fait, on a 3 organisations qui sont en concurrence chacune les unes avec les autres. Et donc évidemment, par ce jeu de concurrence, qui ont tout intérêt à se démarquer les unes des autres et à pas collaborer les unes avec les autres. Le fait est que ces toutes dernières années, et à partir de 2019 et au début des années 2020, on a eu tout un tas de dissolutions de groupuscules d'extrême droite radicale en France. Et parmi les effets qu'on observe de ces dissolutions, c'est la création d'une forme de porosité beaucoup plus importante qu'auparavant entre les différentes chapelles. C'est-à-dire que sur les 3 structure qui était active à l'échelle nationale, il n'en reste plus qu'une seule, l'Action française, mais qui est la plus marginale des 3. Les 2 autres, c'était Génération identitaire, pour le courant identitaire, qui a été dissous il y a quelques années. En 2021, oui. Et c'était le Bastion social, qui était le nouveau nom du GUD, qui a été dissous en 2019. Et donc, ce qu'on observe, c'est une forme de porosité grandissante, un sorte de syncrétisme nationaliste, comme on pourrait l'appeler, où en fait, de plus en plus, ce qu'on voit, et notamment ce qu'on voit sur le terrain au cours d'actions violentes, c'est que ces militants de différents groupuscules, de différentes chapelles, finissent en fait par s'accorder, comprendre que grosso modo ils sont d'accord entre eux sur l'essentiel, que l'essentiel pour eux en l'occurrence c'est que la menace principale qui guette la France, les Français, l'Europe, ça serait ce fameux grand remplacement, cette théorie du grand remplacement, et que donc savoir ensuite qui est un peu plus royaliste, un peu plus nazi, un peu plus identitaire, bon bah dans le fond c'est un sorte de vernis, mais que c'est pas l'essentiel et qu'ils se retrouvent sur l'essentiel et donc qu'ils peuvent agir ensemble. Et donc là c'est hyper intéressant parce que ce que vous sous-entendez en disant ça, c'est que les dissolutions successives ont permis en fait une fédération de ces groupes-là. Donc en fait, on pourrait se dire que ces groupes maintenant dissous n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant et en fait, ils se recomposent autrement et peut-être même que ça a été un avantage pour eux, ces dissolutions successives. Par bien des aspects, je pense qu'on peut dire, avec le recul qu'on a maintenant, que toutes ces dissolutions de ces dernières années ont eu en partie pour effet de renforcer cette mouvance. Alors, sur ces dissolutions qui ont permis la fermeture de locaux, on peut comprendre l'intérêt et l'effet, disons, concret sur ces mouvances. Le fait est qu'il y a tout un tas d'autres dissolutions qui ont été prononcées ces dernières années, celle des Zouaves Paris, celle du GUD Paris et de tout un tas d'autres groupuscules plus ou moins connus, qui, à mon sens, relèvent avant tout de l'effet d'annonce, de la communication, notamment des ministres de l'Intérieur successifs et entre autres beaucoup de Gérald Darmanin. Quand on dissout un groupe comme les Zouaves Paris, on dissout rien. En fait, les Zouaves Paris ou plein des groupes qui ont été dissous, c'est des groupes de 10, 15, 20 nazis qui sont copains les uns avec les autres et qui ensemble vont agresser des gens dans la rue. C'est pas parce qu'on les dissout qui vont arrêter d'être copains et qui vont arrêter d'agresser les gens. Toutes ces structures, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, n'ont aucune existence légale. C'est des étiquettes qui sont utilisées pour revendiquer les actions. Donc quand on dissout les Zouaves Paris, ils vont juste changer de nom et ils vont prendre une autre étiquette, le GUD Paris. Et quand on dissout le GUD Paris, ils vont changer de nom, ils vont prendre une autre étiquette, Hussard Paris, etc., etc. Et donc de ce point de vue-là, on peut le dire, je pense que tout un tas de dissolutions ont eu un effet très limité, si ce n'est pour une partie d'entre elles assez contre-productif. Et donc vous dites dans votre livre qu'il y aurait à peu près, enfin vous pourrez revenir aussi sur ce chiffre-là, mais environ 10 000 militants dans ces groupuscules d'extrême droite radicale.
Au sein de ces groupes, vous faites principalement le récit d'hommes, presque intégralement tout au long de votre livre. C'est quoi globalement la proportion d'hommes dans ces groupes ? Alors simplement sur la question des chiffres, je vais être bref, mais j'avance pas en tant que tel ce chiffre de 10 000 personnes. Ce chiffre, je l'évoque en regard du chiffre des autorités. C'est-à-dire que les autorités en France, depuis maintenant des décennies, nous disent que grosso modo, l'ultra-droite, la catégorie que pour le coup eux utilisent, ça serait environ 3 000 personnes. Et que les chiffres seraient stables depuis plusieurs décennies. Donc en gros, qu'il n'y aurait pas de montée en puissance de cette ultra-droite. Le fait est que ce chiffre-là, il y a tout un tas d'éléments qui permettent d'en douter, et notamment de douter de sa stabilité à travers le temps, de la stabilité en termes d'effectifs de la mouvance. 2 éléments très brefs. Premièrement, c'est la question des votes, des résultats des urnes aux dernières élections européennes, enfin aux 2 dernières échéances européennes. En gros, si je résume, mais les 2 dernières élections, on a grosso modo 6 000, 6 500 personnes qui ont voté pour des listes qui sont liées à l'extrême droite radicale. Ces élections-là, on a un taux d'abstention de 50%. On peut par ailleurs supposer que beaucoup de militants d'extrême droite radicale vont pas spécialement voter parce que c'est pas forcément des grands démocrates et qu'on aurait peut-être chez eux un taux d'abstention supérieur à ces 50%. Et donc en fait tout ça nous fait dire que le chiffre de 3000, bon, ça a pas trop l'air de coller à la réalité. Pour autant, c'est difficile de proposer un chiffre alternatif. Deuxième chose sur la question du nombre, c'est le nombre de participants au défilé du comité du 9 mai, le C9M, qui est un défilé néofasciste qui a lieu chaque année à Paris, le 9 mai, pour commémorer un militant d'extrême droite qui est mort accidentellement en 1994. Il y a quelques années, en 2017-2018, on peut reprendre les images de l'époque, au C9M à Paris, il y a 50, 100 militants à tout casser. L'année dernière, en 2025, grosso modo, on avait à peu près 1500 personnes. En l'espace de quelques années, on a un nombre de participants multiplié par 10 ou 15. Ça laisse quand même supposer qu'on a une augmentation du nombre de militants significative en France. Pour revenir sur la question de la proportion d'hommes, est-ce qu'il y a effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ces mouvements ? Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ces mouvements. Ça va varier d'un groupe à l'autre, mais pour les mouvements dont on entend le plus parler, et notamment ces dernières années, ceux de la mouvance nationaliste révolutionnaire, c'est quand même quasiment exclusivement masculin. Il y a des femmes, mais elles sont souvent reléguées à des rôles subalternes, on en parlera peut-être, notamment pour de la communication ou d'autres choses, mais on est quand même très principalement sur des groupes masculins, en tout cas du côté nationaliste révolutionnaire. Du côté identitaire et au sein de Génération Identitaire, il y avait un nombre de femmes assez important. J'ai plus les chiffres exacts que eux-mêmes avançaient. Je crois qu'on était peut-être de l'ordre d'une 30% dans ces eaux-là. Le fait est qu'encore une fois, au sein des instances dirigeantes du mouvement et aux postes clés, il y avait à peu près aucune femme. Je crois qu'il y en a eu une seule qui a temporairement dirigé une fédération et qui très vite, ça a déplu aux hommes dans l'organisation et elle a été écartée. Et au sein de la mouvance royaliste aussi, il y a des femmes. L'Action française de mémoire parle de peut-être 20 à 30% de femmes. Mais encore une fois, quand on regarde les images, et notamment en manifestation et dans un cadre militant, et dans l'espace public. Et dans l'espace public, on voit avant tout des hommes, et encore une fois, des femmes reléguées aux rôles les moins glorieux, entre guillemets, de ces milieux. Typiquement, prendre un exemple pour l'Action française, pour être allé à un de leurs défilés dans le cadre de mon travail il y a quelques années, le service d'ordre est évidemment exclusivement masculin et les femmes prennent des photos pour faire la communication, pour montrer que le service d'ordre a des très gros bras et des très gros muscles. On reviendra un peu plus tard sur justement le rôle qui est assigné aux femmes dans ces organisations, mais avant ça, du coup, ce serait quoi le profil de ces hommes ? Quel âge ils ont ? De quel corps de métier ils font partie ? Enfin, qu'est-ce qu'on sait de... Ce qu'on peut dire sur la question du profil, c'est en fait à partir d'éléments assez limités, et c'est notamment des éléments biographiques qu'on va avoir dans les dossiers judiciaires et au cours d'affaires judiciaires. Donc là, pour le coup, quand il y a des procès, on va avoir quelques éléments biographiques, l'âge de la personne, éventuellement son métier, d'où il vient, etc., etc. C'est difficile de faire un profil type, c'est quand même très majoritairement des hommes. En termes d'âge, on est plutôt sur des personnes jeunes. Oui, vous dites autour de la vingtaine, quoi. Globalement, ça va de 15 à... Vraiment, les plus vieux, ils ont 28-30 ans, quoi. En général, après, ils arrêtent, ou en tout cas, ils sont dans d'autres formes d'engagement. Ce qu'on note sur la question de l'âge ces dernières années, c'est qu'on a, pour le coup, un rajeunissement. On a de plus en plus de militants, systèmes militants très très jeunes qui s'engagent, et ça on le voit dans différentes choses. On l'a vu dans des dossiers judiciaires, par exemple autour d'un groupe qui a été dissous, qui s'appelait la Division Martel, qui était un groupe néo-nazi, littéralement d'adolescents, qui ont été connus notamment pour une agression raciste à la sortie d'un lycée à Paris. Là, en l'occurrence, c'était très majoritairement des adolescents. Ils étaient mineurs pour une grande partie d'entre eux au moment des faits. Et on le voit aussi parce qu'un certain nombre de groupes et de groupuscules, ces dernières années, ont littéralement créé des sections jeunesse de leur propre organisation. Et donc en fait, on imagine bien que si des groupes dont les militants ont en gros 18, 20, 22 ans se mettent à ouvrir des sections jeunesse de leur propre organisation, c'est bien qu'ils ont des recrues
encore plus jeunes, et donc vraisemblablement un nombre significatif de mineurs qui les rejoignent. Et vous dites aussi par contre que chez les leaders de ces organisations, là on est potentiellement sur un profil aussi, on a un peu plus d'informations, ce serait des personnes issues de familles un peu bourgeoises, assez éduquées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Pour le coup, en effet, on a plus d'éléments en général biographiques sur les leaders, alors notamment parce que c'est souvent eux qui apparaissent dans un certain nombre de dossiers judiciaires, et on a en effet, ce qu'on peut noter, c'est que sur un certain nombre des figures les plus médiatiques, et entre autres Marc de Cacré-Valmeunier, qui a largement été médiatisé ces dernières années. On reviendra justement sur son profil juste après. En tout cas, ce qu'on peut dire au-delà de lui, mais c'est que beaucoup donc de cadres de ces mouvances, pour ceux pour lesquels on a des éléments, font des études supérieures. Pour un certain nombre d'entre eux, viennent de familles relativement aisées, si ce n'est bourgeoises. Certains viennent de familles aristocratiques. Donc on a pour le coup sur ces profils-là un peu plus d'informations, et en effet, c'est en général pas des personnes qui viennent de milieux populaires. Et donc moi j'aimerais bien comprendre le point de bascule qui pousse ces hommes-là à intégrer ces groupuscules. Pour reprendre l'exemple que vous mobilisez, mais qu'est-ce qui pousse des enfants, des ados, des jeunes adultes à rejoindre ces groupes ultra-violents ? Est-ce qu'il y a un moment clé dans leur parcours ? Ce qu'on peut dire pour les plus jeunes, notamment, dont on parlait juste avant, c'est des choses qu'on commence à observer ces dernières années, et dont certains dans la mouvance parlent. Ils parlent d'une génération Bataclan. Et en fait, derrière ce terme-là, qui peut paraître assez surprenant, c'est l'idée que un certain nombre de personnes, notamment de personnes qui à l'heure actuelle sont des jeunes hommes, qui en 2015, au moment des attentats du Bataclan et des différents attentats de 2015, étaient pour le coup des enfants ou des très jeunes ados, ont vécu ces événements avec ce regard-là d'enfants, ont pu être marqués, choqués par ces événements, et que cet événement a joué un rôle significatif dans leur construction, dans cette idée, et c'est ce que racontent beaucoup de militants d'extrême droite pour le coup, cette idée qu'en fait 2015, c'est une sorte de bascule ou de parachèvement, et ça serait vraiment la sorte de preuve ultime qu'il y a une incompatibilité à vivre avec, je prends des guillemets et j'utilise leur terme, les arabo-musulmans en France. Et donc qu'il faut s'engager pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'arabo-musulmans en France, lutter contre le grand remplacement, etc. C'est tout ce discours-là, dont les attentats de 2015 donc, seraient un sorte d'élément catalyseur ou de preuve par le fait, et preuve évidemment tragique, de cette sorte d'incompatibilité civilisationnelle. Ça, c'est notamment un militant de l'Action française qui me racontait ça. C'était assez intéressant. C'est un militant qui est pour le coup à peu près une trentaine d'années, qui est un cadre de l'organisation, qui milite depuis assez longtemps, qui me disait qu'il travaillait pour l'éducation nationale. Il me racontait lui-même, avec beaucoup d'euphémisme, c'est ça qui était intéressant. Il me disait oui, les jeunes d'aujourd'hui, en gros les ados avec lesquels que je côtoie dans le cadre de mon travail, ils sont très très radicaux. Ils assument parfaitement de voter Bardella, etc. Alors que nous, notre génération, c'était assez honteux. Quand moi j'étais jeune, c'était honteux d'être de droite ou d'être d'extrême droite, etc. Et il disait aussi oui, ils utilisent des termes très radicaux pour parler de l'immigration ou autre. Alors ce qu'il osait pas dire, c'est qu'ils utilisent des termes racistes, mais c'est un témoignage assez intéressant du fait que des militants d'extrême droite radicale qui eux-mêmes sont déjà dans cette mouvance, ont l'impression que la jeune génération est encore plus radicale qu'eux. Et donc, ils vont être d'une certaine façon un peu dépassés par ça. Ils sont dépassés, et en même temps, ce que vous expliquez, c'est que cet engagement dans les groupes d'extrême droite radicale se fait aussi par tradition familiale. Enfin, que souvent, il y a une lignée patriarcale, justement, d'engagement militant dans ces milieux. Alors ça, on le voit notamment sur des cadres, et c'est là, encore une fois, on va en parler, mais du cas de Marc de Cacré-Valmeunier, c'est le cas aussi d'une autre figure de cette mouvance qui s'appelle Jean-Eudes Gana, qui est un des porte-paroles souvent de la mouvance, qui est basé à Angers. Son père était un cadre du Front National. Donc on a en effet pour un certain nombre de ces personnes des formes de tradition familiale avec un ancrage familial à droite, si ce n'est à l'extrême droite. Ce qui est intéressant, cela dit, de noter, c'est qu'on est dans une forme de reproduction familiale, mais on est aussi souvent dans une forme de dépassement familial. On veut faire plus radical que son papa. On veut faire plus radical que son papa, tout à fait. Et donc, Jean-Eudes Gana, père au FN, a commencé sa carrière au FN, enfin a commencé à militer au FN, et ensuite, assez rapidement, en est parti, et aujourd'hui très critique du Rassemblement National, et est devenu plus radical. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi sur cette question du point de bascule de ces jeunes hommes qui les poussent à s'engager, c'est tout le vocabulaire masculiniste qui est mobilisé. Enfin, il vous parle de Red Pill, donc en référence au film Matrix des sœurs Wachowski, mais donc cette idée que voilà, ils ont avalé la pilule qui leur a fait voir le monde enfin sous son vrai jour, et que c'est souvent effectivement provoqué par une prise de conscience, par exemple une agression qu'aurait vécu un ou une proche, un attentat comme vous venez de le dire. Et il y a vraiment ce vocabulaire masculiniste
qui est repris aussi dans la façon d'expliquer leur mobilisation. Oui, tout à fait. Ce terme de Red Pill, il était assez à la mode il y a quelques années dans la mouvance. Ils l'utilisent un petit peu moins maintenant. Et en effet, un certain nombre d'entre eux racontent que oui, ils se sont politisés ou qu'ils ont voulu s'engager après avoir vécu un événement considéré comme étant plus ou moins traumatique, le fait d'avoir été agressé ou d'avoir en effet eu un proche ou une proche agressée. Bon, il faut pas oublier non plus dans ces récits-là, dans la façon dont certains de ces militants et militantes se racontent leur politisation, l'enjeu de construction a posteriori. Alors que dans les faits, on est plutôt sur une forme de continuité, de radicalisation progressive, on pourrait dire. Et alors, ce qui crée cette solidarité de groupe, cette identité de groupe, c'est aussi certains signaux de ralliement. Vous expliquez la place des symboles dans la culture de l'extrême droite radicale. Donc, ça passe par des marques de vêtements spécifiques, des tatouages, des signes comme la croix celtique qui figure d'ailleurs en couverture de votre livre. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces principaux signes distinctifs et nous dire peut-être à quoi ils servent ? Ces signes distinctifs, ils servent avant tout à créer un sorte de sentiment de communauté. Il y a un peu cette idée d'une communauté qui serait unie autour d'une cause. Il y a cette idée, cet imaginaire, et c'est quelque chose, ça, je trouve très intéressant chez un certain nombre de ces groupes. Beaucoup d'entre eux se perçoivent un peu comme étant à rebours de l'ère du temps. Alors ça peut paraître assez surprenant parce que, évidemment, on a une montée en puissance de l'extrême droite radicale, en France, en Europe et à travers le monde. On a des résultats électoraux, notamment pour la Rassemblement national, de plus en plus importants. Et pour autant, beaucoup de ces militants ont un peu l'impression de lutter contre l'ère du temps, d'être des marginaux, d'être des réprouvés. Et il y a une formule, par exemple, qui revient souvent, il parle de révolte contre le monde moderne, etc. Oui, contre etc. le fameux wokisme. C'est ça, tout à fait. Contre la doxa wokisme, la bien-pensance, etc., etc. Donc, ils ont quand même ce sentiment-là. Et donc, de se retrouver autour d'un certain nombre de codes communs, de symboles, etc., permet de s'identifier entre alliés, entre camarades, entre amis, et également permet d'être reconnaissable par ses adversaires. On a donc tout un tas de symboles. Il y a la question du look vestimentaire. Celui principalement utilisé à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le look casual, alors qui est pas du tout propre à l'extrême droite ou à l'extrême droite radicale. C'est un look qui vient plutôt du milieu du football, qui naît en Angleterre dans les années 80-90, qui en France aujourd'hui est porté par tout un tas notamment d'ultras dans le monde du foot, mais également par des militants et militantes antifascistes, par également des militants d'extrême droite. Donc c'est pas pratique pour se reconnaître dans la rue, ça. Alors, pas pratique pour se reconnaître dans la rue. Cela dit, il y a des petites subtilités qui font quand même que, globalement, les connaisseurs et connaisseuses arrivent à faire la différence entre un militant antifasciste et un militant de l'extrême droite. C'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans ce que vous racontez. C'est aussi que, par exemple, sur les tatouages, ça permet de se reconnaître entre les membres du groupe, et en même temps, c'est complètement codé pour les personnes de l'extérieur, donc typiquement avec, par exemple, des tatouages nazis qui sont incompréhensibles pour le commun des mortels, quoi. C'est ça, tout à fait. Même vestimentairement parlant, c'est le cas. C'est-à-dire que le look très connu et communément associé à l'extrême droite par le grand public, c'est la culture skinhead, avec cette apparence que tout le monde imagine bien. Qu'on imagine bien, c'est-à-dire crâne rasé, bombers, doc, etc., etc. Et le fait est que la forme de modernisation qui est induite par l'adoption du look casual, c'est que vous êtes skinhead, dans la rue, en fait, tout le monde, du coup, va deviner, en gros, avoir une idée de vos idées politiques. L'avantage, entre guillemets, du look casual, c'est qu'il est discret. C'est-à-dire que on parle de marques extrêmement populaires, extrêmement banales. On parle de Adidas, North Face, Fred Perry, Leland Scott, etc. Donc, il y en a qui sont plus ou moins connus du grand public. Mais c'est des vêtements que tout un chacun peut porter dans la rue. Et en fait, vous allez au supermarché habillé comme ça, personne va vous regarder de travers en disant, tiens, il a l'air d'être nazi. Et c'est le même principe pour un certain nombre de tatouages. Le fait est que, en France, encore, fort heureusement, si vous faites tatouer une croix gammée sur le bras et que vous êtes dans la caisse au supermarché, on va un peu vous regarder de travers. Vous faites tatouer un soleil noir sur le bras. Personne ne sait ce que c'est un soleil noir. Un soleil noir, c'est littéralement un symbole qui a été inventé par la SS. C'est un sorte de symbole runique inventé par la SS. Et typiquement, le soleil noir, c'est un symbole très très populaire au sein de l'extrême droite radicale, qui se font très souvent tatouer, notamment sur le coude. Pour reprendre un exemple, le fameux Marc de Créval-Meunier porte ce tatouage sur le coude, c'est pas le seul. Et l'avantage d'avoir un soleil noir tatoué sur le coude, c'est que vous pouvez être en t-shirt l'été à la caisse du supermarché. Personne va vous regarder de travers, ou en tout cas personne va réellement comprendre ce dont il s'agit, sauf deux catégories de personnes, vos amis et alliés politiques, donc qui vont savoir que vous partagez leurs idées, et vos adversaires politiques, qui pour le coup vont vous regarder de travers, et comme ils vous auront regardé de travers, vous saurez que c'est des adversaires politiques, et vous pourrez éventuellement aller les confronter, les agresser, etc. Donc c'est des sortes de symboles en effet codifiés, qui sont variés, qui peuvent être des vêtements, des tatouages ou d'autres choses, mais qui permettent en effet de se reconnaître entre amis et adversaires.
Et sur cette question justement de cette espèce d'idéalisation, de fantasme du passé, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant que vous racontez dans votre livre aussi, c'est que dans la culture spécifique de la masculinité d'extrême droite, en fait ils se prennent pour des Spartiates par exemple, ça revient hyper souvent, ou par exemple qui défendent une espèce de référentiel néo-païen nordique en s'identifiant aux Vikings. Pourquoi ils fantasment autant ces périodes de l'histoire ou ces peuples, ces groupes historiques-là ? C'est un fantasme très classique de la masculinité. C'est vrai que Génération Identitaire, par exemple, mobilisait beaucoup l'imaginaire grec, mais notamment des Spartiates, et notamment autour d'un film, le film 300, avec cette idée de ces 300 bonhommes avec des gros bras, des gros muscles, qui sont tous des frères d'armes et qui vont s'opposer jusqu'au sacrifice ultime à l'envahisseur perse dans le film. La référence, elle est là. Et donc, en fait, se fantasmer en Spartiate, quand on veut être un bonhomme tel que eux s'imaginent et ce fantasme, c'est quand même assez sympathique, quoi. Et justement, donc pour être des bonhommes, il faut aussi investir cette culture très centrale de la bagarre dans les groupes qui revient très souvent et que vous décrivez dans votre livre. Donc voilà, vous racontez les nombreuses descentes qui sont organisées par des groupes comme le GUD, les Zouaves Paris, etc. Donc ils se baladent pour ces derniers dans la ville avec des clubs de golf qui deviennent carrément leur emblème. D'où elle vient cette culture de la baston ? À quoi elle sert dans le groupe ? Avant la culture de la baston, la violence en tant que telle, elle est consubstantielle aux idées de l'extrême droite et encore plus de l'extrême droite radicale. La vision du monde de l'extrême droite, en gros, c'est cette idée que la société, c'est une vision organiciste de la société, ça veut dire que la société serait un sorte de corps vivant et que ce corps, il est décadent, il a un certain nombre de problèmes parce que il y a des étrangers, parce qu'il y a des personnes gays, parce qu'il y a des juifs, parce que selon évidemment les différents ennemis qui peuvent être désignés. Et donc, pour soigner ce corps, il faut purger la société et évidemment, cette purge, entre guillemets, va pas se faire sans violence. Donc, la violence est au cœur du projet politique et des idées de l'extrême droite. Le fait est que les incarnations donc matérielles de cette violence dans les idées, c'est des nombreuses agressions racistes, homophobes, antisémites, etc., etc. Et ça s'incarne notamment par une pratique qui est ce qu'ils appellent la pratique de la mob pour mobilisation. Alors c'est pas une pratique qui est propre à l'extrême droite, des militants antifascistes parlent également de mob, c'est également un terme qui peut être utilisé dans le monde du foot. Mais en l'occurrence, l'idée de la mob, c'est de se regrouper à 10, 15, 20 un vendredi soir et soit d'aller sillonner tel quartier où on suppose qu'on va pouvoir trouver des adversaires politiques ou des ennemis politiques, soit d'aller carrément attaquer telle conférence ou telle manifestation ou autre, ou à contrario, dans une perspective plus défensive entre guillemets, aller faire le sort de service d'ordre de tel ou tel événement en supposant que l'ennemi va attaquer l'événement et donc on va pouvoir. Et donc dans le premier cas que vous décrivez justement d'arpenter l'espace public, en fait c'est une bataille territoriale quoi, contre potentiellement soit les antifas, soit j'imagine les hommes racisés par exemple. Bien sûr, il y a tout à fait une territorialisation de ce militantisme avec une géographie politique et militante qui encore une fois n'est pas forcément connue du grand public. Il y a tout un tas de quartiers à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes qui sont pour le coup considérés comme étant des bastions d'un camp ou de l'autre, entre guillemets, et où tout un chacun se balade au quotidien et voit strictement rien. Pour autant, c'est censé être des places fortes, soit de l'extrême droite, soit de groupes antifascistes. Pas plus tard que avant-hier, le dimanche 15 février, au soir, il y a eu une mob d'extrême droite dans le quartier de Ménilmontant, à Paris, dans le 20e arrondissement de la capitale, qui est considéré comme étant le fief historique de la mouvance antifasciste à Paris. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, il y a un bar qui s'appelait le Saint-Sauveur, qui était implanté dans ce quartier-là, entre autres, et donc c'est pour ça que c'était considéré comme une sorte de no-go zone entre guillemets pour les militants d'extrême droite, ou en tout cas quand ils venaient c'était en nombre équipés, armés dans une perspective de confrontation. Et là ils sont venus dans une perspective de confrontation et ils sont venus sillonner ce quartier-là. Depuis le début de la discussion, il y a un nom qui revient souvent, et c'est aussi un nom qui revient très régulièrement dans votre livre, c'est celui de Marc de Cacré-Valmeunier. C'est qui et pourquoi il vous a autant intéressé dans cette description de leaders un peu charismatiques, qui sont très centraux dans ces groupuscules ? Alors, ce Marc de Cacré-Valmeunier, il est intéressant, pas parce que je suis obsédé par lui, loin de là, mais il est intéressant parce qu'il joue un rôle très important dans cette mouvance, au sens large, dans l'extrême droite radicale. Les groupes par lesquels il est passé sont assez représentatifs et donnent une bonne idée d'une tendance et d'un parcours militant qu'on retrouve beaucoup. Si je fais sa biographie à très grands traits,
Donc il s'appelle Marc de Crèvel-Meunier, il vient donc d'une famille aristocratique, comme son nom le laisse penser. Une famille aristocratique très ancrée pour une partie d'entre elles à droite, si ce n'est à l'extrême droite. Il a un cousin qui est tête de liste du Rassemblement national au Mans. Il a un oncle qui a été pendant longtemps aumônier chez Civitas, le mouvement catholique traditionnaliste. Et il a un père, notamment, qui a milité à l'Action française. Encore une fois, cette tradition patriarcale de l'engagement à l'extrême droite. Tout à fait. Et donc, il a un père qui a milité à l'Action française, et donc à 14 ans, joyeux anniversaire, on lui offre un abonnement au journal de l'Action française. Et en fait, il commence sa carrière militante, entre guillemets, son parcours militant à l'Action française, dans la période de la Manif pour tous. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là, parce que ces premières années de politisation vont rester un sorte de fil rouge en toile de fond, en tout cas vont jouer un rôle important. Je passe brièvement, mais donc il entre à l'Action française, et en fait, vers ses 16-17 ans, l'Action française, il commence à trouver ça un peu barbant parce que c'est pas le groupe le plus à la mode de l'époque. Il est assez attiré par le GUD, pour le coup, le groupe Union Défense. Et pourquoi il est attiré par le GUD ? Parce que les militants du GUD, et c'est là où on retourne sur des questions, disons, esthétiques et notamment de paraître et de masculinité, les militants du GUD, à l'époque, ils ont des plus gros bras, ils ont des blousons noirs, ils sont plus cool, ils ont l'air d'être des plus gros bonhommes, si je résume. Et donc, ils ont en gros cette réputation plus sulfureuse. Et donc, en fait, il va commencer, tout en étant à l'Action française, avec sa petite bande de copains de sa génération, à aller fricoter avec les militants du GUD, à commencer à faire des choses avec eux, à aller faire des mobs avec eux. Et donc pendant un certain temps, il va avoir cette double casquette assez absurde en termes de théorie politique entre l'Action française et le GUD. C'est quand même des courants qui, d'un point de vue théorique, ne pensent pas les mêmes choses, mais il va revendiquer cette double casquette Action française et GUD. Et au bout d'un certain temps, il va pour le coup prendre ses distances avec l'Action française, entrer pleinement au GUD, et ensuite transformer grosso modo le GUD Paris et être un des membres fondateurs de ce qu'on a appelé, de ce qui s'appelait les Zouaves Paris, qui est un groupe qui a été assez médiatisé pour sa violence. C'était vraiment littéralement un groupe de bagarre à Paris, qui a été actif pendant un certain nombre d'années, qui a été dissous. Et quand je dis un groupe de bagarre, ils ont dû écrire, je pense, 2 tracts en 6 ans. La production théorique ou la production, même le travail militant de collage d'affiches ou de tractage, il est à peu près inexistant. Ils sont connus uniquement, ou presque, pour des faits de violence. Il a été donc un des leaders de ce groupe, il a été impliqué dans tout un tas d'affaires violentes, entre autres dans les violences commises au meeting de Villepinte, d'Éric Zemmour à Villepinte en décembre 2021. Il fait partie des personnes qui agressent les militants et les militantes de SOS Racisme. Suite à la dissolution des Zouaves Paris, il va refonder le GUD, etc. etc. Bref, c'est vraiment une sorte de figure un peu tutélaire, leader assez charismatique. Ce parcours d'entrée dans le militantisme par l'Action française pour ensuite aller assez rapidement vers des groupes plus radicaux, plus violents, en tout cas qui assument davantage le recours à la violence, c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup de militants ces dernières années et qu'on voit dans un profil en lien avec l'actualité très récente dont on parlera dans le prochain épisode, le fameux Quentin qui vient d'être tué à Lyon. Et ce Quentin, de ce qu'on sait à l'heure actuelle, il a commencé à militer à l'Action française dans la ville de Vienne, juste au sud de Lyon, et assez rapidement il a quitté cette structure pour aller en direction d'autres structures et d'un petit groupe local qui s'appelle Allobroche-Bourgoin et qui est un groupe néofasciste, donc qui est vraiment un peu la même trajectoire du royalisme en direction du néofascisme. Et alors, vous racontez aussi quelque chose de beaucoup plus inattendu dans votre livre, c'est que au fur et à mesure de l'évolution de ces groupes, ils mettent de plus en plus en avant un volet social et écologiste, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Par exemple, quand les membres du GUD forment le bastion social, les hommes militants, ils font régulièrement des maraudes pour distribuer des repas aux sans-abri, ils nettoient les parcs, ils nettoient les rues, ils défendent des idées supposément écologistes. Vous dites, pour vous citer, que ces bastonneurs, ils se transforment en fascistes gentlemen. À quoi ça sert pour eux, cette nouvelle stratégie ? C'est une stratégie qui a été celle du GUD et donc de la mouvance nationaliste révolutionnaire à la fin des années 2010. Ils en sont complètement revenus. Mais à l'époque, ils se sont inspirés d'un groupe italien qui s'appelle Casa Pound, qui est un mouvement néofasciste italien, qui a été créé au début des années 2000, et qui, en gros, lui-même s'inspirait des pratiques de la gauche radicale et de l'extrême gauche italienne, et de la pratique de ce qu'ils appellent en Italie les centres sociaux autogérés. En gros, des squats avec une dimension sociale dans le quartier d'implantation. C'est donc une pratique qui a été reprise par ce mouvement Casa Pound néofasciste en Italie avec un certain succès. Et donc, en fait, les militants du GUD, en 2017, décident de s'inspirer de cette stratégie, et là où le GUD assumer historiquement son recours à la violence et jouer de cette image, de cette virilité, on est des gros bras avec des blousons en cuir et on est violent, et là, ils prennent en fait le contre-pied de cette stratégie avec une forme de stratégie d'institutionnalisation, de normalisation. De respectabilité, quoi. De respectabilité. Ils ouvrent un premier, donc ils changent de nom, ils deviennent le Bastion Social, ils ouvrent un premier squat, et ensuite ils vont ouvrir d'autres locaux, mais ils vont quand même réussir à s'implanter dans différentes villes en France. Alors pour le coup, c'est des locaux associatifs qu'ils vont louer, c'est pas des squats, contrairement à l'Italie. Et ils vont essayer d'avoir ce sorte
de vernis social et de dire non, on n'est pas si radicaux que ça, on va faire des maraudes, on va faire des distributions alimentaires, etc. Alors évidemment, tout ça s'inscrit dans leurs idées, dans leur vision du monde, donc c'est évidemment des maraudes à destination des SDF blancs. Il y a évidemment ce biais raciste qui transparaît dans leurs activités sociales, qui par ailleurs occupent pas une grande partie de leur temps. Mais pareil, en termes de discours, ils vont aussi essayer de lisser leur discours. À l'époque, quand on leur pose la question en interview, ils se mettent à répondre aux médias, à plein de journalistes, alors que avant ils aimaient pas trop ça. Et ils disent, ils arrêtent pas de répéter, non, on n'est pas du tout raciste, on est ethno-différentialiste. Et ils utilisent ce terme que à peu près personne ne comprend. Et ils en jouent évidemment ethno-différentialiste dans leur perception. Alors ils aiment beaucoup faire des métaphores animales pour expliquer le terme, donc je vais vraiment les citer. Mais en gros, c'est cette idée de les lions, ça vit bien dans la savane, les marmottes, ça vit bien dans la montagne. Donc, si vous me prenez des lions et que vous les mettez dans la montagne, ils vont pas être heureux. Et si vous mettez des marmottes dans la savane, elles vont pas être heureuses. Et donc, c'est une sorte de perspective de migration et de non-migration et de territorialisation des populations, avec en gros cette idée de ceux qui sont faits pour vivre en Europe, c'est les Blancs, et les Noirs, ils sont faits pour vivre en Afrique. Je caricature, mais grosso modo, c'est ça ce qu'ils entendent à travers ce terme-là. Mais en disant ça, ils disent qu'ils font évidemment absolument pas de hiérarchie, c'est ce qu'ils prétendent, et qu'en gros, c'est vraiment un chacun chez soi et tout ira bien. Et vraiment, on est aussi pour la grandeur de je ne sais quelle civilisation ou de je ne sais quel autre pays. Mais en gros, c'est bien s'ils restent chez eux et qu'ils viennent pas chez nous, quoi. Donc, à l'époque, ils lissent leur discours à travers ces termes-là. Pour le coup, ils en sont complètement revenus. Et depuis maintenant quelques années, ils assument de plus en plus ouvertement le recours à un discours raciste et à des théorisations racialistes, biologisantes. Ils parlent de plus en plus ouvertement de la question de la race dans leur discours. Et alors très concrètement, comment ils s'organisent et qu'est-ce qu'ils essayent de mettre en place? Parce que vous citez par exemple dans votre livre le fait qu'ils s'organisent beaucoup sur un canal Telegram qui s'appelle West Casual. Comment ils se parlent? Où est-ce qu'ils se rencontrent? Qu'est-ce qu'ils organisent entre eux? Pour qu'on essaye un peu plus de comprendre vraiment leur action collective. West Casual, c'était leur sorte de vitrine sur les réseaux sociaux, et c'était un canal donc sur la messagerie Telegram qui était utilisé pour partager toutes les revendications de la mouvance, et notamment toutes les revendications d'actions violentes. Et ça, pour le coup, c'est une sorte de vitrine à la fois à destination du reste de la mouvance. Donc les groupes vont vouloir communiquer à leurs copains, en gros, pour dire regardez comme on est fort, on a fait telle attaque, on a agressé telle personne, ou on a déployé une banderole je ne sais où, en territoire ennemi, dans tel autre, on est allé faire une expédition dans tel quartier considéré comme étant un fief antifasciste ou je ne sais quoi. Et c'est également une vitrine, justement, à destination de leurs adversaires. De dire aux Antifa, regardez, on est venu chez vous et en gros, vous étiez pas là pour défendre votre territoire, quoi. Donc il y a encore une fois cet enjeu territorial. En termes de modalités d'organisation entre eux, ils ont également des conversations, notamment sur la messagerie Telegram, mais pour le coup des conversations privées avec en gros les militants du groupe, sur lesquels ils se donnent rendez-vous pour telle ou telle action, pour aller tracter, coller des affiches, faire des agressions à droite à gauche. Et sur les outils dont ils disposent, est-ce qu'ils ont accès à des armes? La violence, disons, activiste qui a lieu dans la rue au quotidien, enfin en tout cas de façon la plus commune, on est surtout sur une utilisation d'armes par destination. Donc en fait ça va être des casques de moto, ça va être des parapluies, des béquilles, des choses avec lesquelles vous pouvez vous promener en fait sans problème dans la rue, et en cas de contrôle, vous avez le droit d'avoir un casque de moto, vous avez le droit d'avoir un parapluie, même s'il fait très beau, vous avez le droit de vous balader avec ça, quoi. Donc c'est souvent ça. Dans un certain nombre de cas de figure de descente les plus violentes ou quand ils sont les plus équipés, ils vont parfois utiliser des gazeuses, de gaz lacrymogène. Ça peut être des barres de fer, ce type de choses, des poings américains. Dans un certain nombre d'affaires, on a vu le recours à des armes blanches, des couteaux. Donc ça pour le coup, c'est significatif parce que on est à un niveau supérieur en termes d'armes et d'équipement qu'une arme par destination. Sur l'utilisation d'armes à feu, on a quand même plusieurs cas ces dernières années de passage à l'acte violent ayant entraîné des morts par arme à feu, et notamment le meurtre, si ce n'est l'assassinat, le procès n'a pas encore eu lieu, mais de Federico Martin Aramburu, ce rugbyman qui a été tué à Paris, en plein Paris, en 2022, à peu près au moment des élections présidentielles, et qui a été tué par arme à feu par 2 militants d'extrême droite, 2 anciens membres du GUD, groupe Union de Défense, dont le procès aura lieu là en septembre prochain. J'aimerais bien qu'on discute maintenant de où ils se trouvent en fait tous ces hommes. Est-ce qu'il y a des viviers particuliers de militants d'extrême droite? Vous êtes à l'origine de plusieurs enquêtes pour Mediapart sur la présence de néo-nazis dans l'armée française et notamment dans l'armée de terre. D'autres enquêtes ont montré aussi, par exemple, de nombreux cas de militants d'extrême droite dans les rangs de la police. J'aimerais bien comprendre dans quel sens il faut le prendre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans ces corps de métier une propension idéologique à l'extrême droite radicale, ou est-ce que l'extrême droite radicale vient les chercher en raison peut-être de la
culture viriliste de ces métiers qui leur permet en plus, donc aux soldats ou aux policiers, d'avoir accès à des armes, à des compétences de combat. Comment cette fusion, elle se fait ? C'est un mélange des deux phénomènes que vous citez. Il y a d'une part, au sein de ces institutions, une propension à des idées de droite, si ce n'est des idées d'extrême droite, si ce n'est pour un certain nombre d'entre eux à des idées d'extrême droite radicale, avec en gros un ensemble de valeurs qui en France sont plutôt associées à la droite, le nationalisme, le patriotisme, la défense de son pays, etc., etc. Donc on a cette propension-là, et par ailleurs, on a des groupes militants d'extrême droite radicale qui sont en tout cas bien contents d'avoir dans leur rang, c'est plus souvent des militaires ou des anciens militaires. Il y a régulièrement des cas où on trouve ce type de profil. J'aimerais bien comprendre aussi quels sont les liens de ces hommes avec l'extrême droite de parti, donc comme Reconquête, comme le Rassemblement National. Enfin, est-ce qu'ils essayent un peu de les mettre à distance ou est-ce que de fait il y a des accointances, des amitiés qui se forment ? Alors, il y a évidemment des liens qui persistent entre l'extrême droite institutionnelle et ces différents groupuscules d'extrême droite radicale. Cela dit, ces liens ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'ils étaient il y a 10, 20 ans, 30 ans. Le lien historique qu'on a beaucoup en tête et qui a beaucoup été reproché à juste titre évidemment au Front National, c'est cette idée que le Front National, dans les années 80, 90, 2000, avait recours à un certain nombre de militants néo-nazis, skinheads, violents, etc., pour en gros faire les gros bras et le service d'ordre, notamment pour aller coller des affiches, etc., etc. Ce lien-là est beaucoup moins, à mon sens, beaucoup moins important et vrai aujourd'hui qu'à l'époque, parce que justement, le Rassemblement National, enfin depuis la transformation du Front National en Rassemblement National, avec cette fameuse stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, le Rassemblement National a plutôt fait le ménage, entre guillemets, de ce point de vue-là, notamment parce que c'est trop affiché, et donc évidemment, quand on essaie de se dédiaboliser, avoir des couleurs d'affiches avec des croix gammées tatouées sur le corps, c'est pas très dédiabolisant. Là où il existe toujours des liens et des liens perdurent, et même par certains aspects, ils ont été renforcés, c'est quelque chose d'assez nouveau qui date de ces dernières années, et c'est la question des succès électoraux successifs du Rassemblement National. En 2022 et plus particulièrement en 2024, que ce soit aux élections législatives ou aux élections européennes, le Rassemblement National a gagné tout un tas de députés et députés européens. On est un peu plus d'une centaine de députés au Rassemblement National aujourd'hui, et qui dit député dit la nécessité de recruter des attachés parlementaires. Chaque député a en gros 3-4 attachés collaborateurs, collaboratrices parlementaires, et le fait est que du coup, quasiment du jour au lendemain, le Rassemblement National s'est retrouvé à devoir recruter 300 ou 400 personnes. Et ces 300 ou 400 personnes, ils en ont recruté à droite à gauche, mais ils en ont notamment recruté en direction de ces groupes d'extrême droite radicale, plus ou moins radicaux et plus ou moins violents selon les profils. Et pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher là ? Parce qu'en fait, les personnes de ces groupes-là, pour le Rassemblement National, ont un intérêt, c'est les personnes qui ont un bagage militant. C'est-à-dire que quand vous avez milité, 2 ans à Génération Identitaire, le b.a.-ba militant, du militantisme, vous savez le faire, coller des affiches, distribuer des tracts, écrire des tracts, répondre à une interview, écrire un communiqué, etc., etc. Ça, en fait, c'est des compétences que vous avez déjà. Et par ailleurs, évidemment, une bonne partie des militants de ces différents groupuscules d'extrême droite radicale partagent peu ou prou, en tout cas une partie significative des idées du Rassemblement National, et donc pour eux, de leur point de vue à eux, c'est un débouché en termes de carrière assez intéressant, et donc ça permet en gros d'allier ces convictions à un travail, et le fait est qu'il y a beaucoup de travail en ce moment en tant qu'attaché parlementaire au Rassemblement National ou dans d'autres partis d'extrême droite. On va parler maintenant de la place des femmes qui sont actives dans cette galaxie ultra-viriliste. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est très intéressant cette partie-là dans votre livre, parce que vous racontez comment les femmes sont assignées à des tâches logistiques un peu subalternes. Elles préparent les buffets, elles vont aller faire les courses, elles sont réassignées à cette position traditionnellement féminine de cuisine, etc. Mais il y a quand même des groupes féminins ou des figures féminines qui émergent complètement de ces groupes ces dernières années. Donc je pense particulièrement à Thaïs Descuffon, qui a été porte-parole de Génération Identitaire, qui est aujourd'hui influenceuse masculiniste, donc qui a ouvert une chaîne YouTube qui s'adresse à ce qu'elle appelle les hommes de valeur, donc des jeunes hommes désœuvrés par le féminisme, par le soi-disant wokisme, et qui cherchent à retrouver leur place traditionnelle dans la société. Et il y a aussi des collectifs féminins d'extrême droite qui émergent comme Némésis, qui comptent une centaine de militantes fémo-nationalistes, donc c'est-à-dire qui utilisent la revendication féministe à des fins racistes et sécuritaires.
Pourquoi ces femmes d'extrême droite, pourtant pas si nombreuses que ça, d'après ce que vous décrivez, elles sont aussi médiatisées, elles deviennent aussi centrales dans ces groupes? Elles étaient pas si nombreuses que ça il y a quelques années, justement avant notamment l'émergence de ce collectif Némésis. Si je parle brièvement donc, de ce qui existait avant dans les différents groupes, peu de femmes et assez largement reléguées à des tâches subalternes. Donc en effet, faire la cuisine, faire des crêpes quand il y a un buffet militant. Elles vont pas se battre avec les hommes dans la rue. Non, elles vont absolument pas se battre avec les hommes dans la rue. C'est évidemment pas leur vision des femmes et du rôle des femmes dans leur groupe. Donc en gros, elles vont faire la cuisine, elles vont prendre des photos, elles vont faire la communication en manifestation, ou alors elles vont être utilisées pour le coup comme sorte d'égérie. Et typiquement, par exemple, dans beaucoup de manifestations d'extrême droite, et ben en fait, il y a 4 femmes et les 4 femmes, elles sont au premier rang en train de tenir la banderole parce que sur les photos, ça fait moins peur et ça fait un peu plus sympathique qu'avoir 4 mecs avec le crâne rasé, des gros bras et des tatouages de nazis. Donc, elles sont soit reléguées à des tâches subalternes, soit utilisées comme des sortes de tokens quoi qu'on mettrait au premier rang pour dire regardez, on a des femmes et elles sont blondes et jolies et elles sont bien françaises. C'était le cas, il me semble, en plus pendant la première action qui a permis de médiatiser Thaïs Descuffon justement, donc sur les toits d'un immeuble place de la République pendant une manifestation organisée par le comité Vérité et Justice pour Adama. Et j'y étais ce jour-là, donc je me souviens, avec Génération Identitaire, du coup, qui déploie cette immense banderole où on voit Thaïs devant ces hommes. Et il me semble que c'est ce jour-là qu'elle a commencé à être très médiatisée et qu'elle est devenue la porte-parole du mouvement. C'est exactement ça. En fait, Thaïs Descuffon, quand elle participe à cette action, c'est une militante parmi d'autres. Alors, pour le coup, Génération Identitaire est un des mouvements, je pense qu'il y avait une part significative de femmes et qui participaient aux actions. Alors, on avait une répartition genrée des tâches, entre guillemets, au sein de l'action. Évidemment, quand ça commençait un peu trop à chauffer, c'était les hommes qui allaient devant pour protéger les femmes. C'était grosso modo ça, le schéma typique qu'on observait. Mais en l'occurrence, Thaïs Descuffon, elle est très médiatisée à partir de cet événement-là, pour quelque chose qui la dépasse en l'occurrence, c'est qu'il y a une capture d'écran, donc ça a été filmé, cette scène, et il y a une capture d'écran d'assez mauvaise qualité qui a circulé, où en fait, elle tient un fumigène du bout du bras. Et en fait, cette photo a circulé, et notamment avait été diffusée, je crois, par Jean-Luc Mélenchon, qui l'accusait de faire un salut nazi. Parce qu'en l'occurrence, elle ne le faisait pas, elle tenait un fumigène dans sa main. Elle a été médiatisée à partir de ça. Génération Identitaire a beaucoup joué là-dessus, donc a beaucoup communiqué sur regarder les fausses accusations, les accusations, les fake news de la France insoumise qui nous attaque, etc. C'est nos adversaires politiques qui sont malhonnêtes, ils nous diabolisent, etc. Et en fait, à partir de ça, elle a été utilisée comme l'égérie de Génération Identitaire. C'est assez drôle, j'avais compté sur leur chaîne YouTube. En fait, à partir de ce moment-là, grosso modo, sur presque toutes les vidéos sur leur chaîne YouTube, ils la mettent toujours sur la vignette de la vidéo, y compris quand elle n'a rien à voir avec la vidéo, qu'elle n'est pas dans la vidéo. Mais c'est toujours, en gros, c'est plus vendeur, ça fait plus cliquer de mettre une femme en avant sur ses visuels, dans sa communication. Et ça, pour le coup, pour Génération Identitaire, c'est une vraie stratégie qui est théorisée et qui est mise en place en tant que mouvement. Ils s'inscrivaient vraiment dans une stratégie, dans une volonté de normalisation. Ils aimaient beaucoup se dire qu'ils allaient être le Greenpeace de la droite, ou être l'extrême droite qui fait pas peur aux grands-mères, ou la droite qui fait pas peur aux grands-mères. Donc en gros, ils voulaient, pour le coup, normaliser leur image, se présenter comme des jeunes hommes, des jeunes femmes respectables, justement non violents, pour en gros ne pas faire peur et pouvoir diffuser leurs images. Et donc cette stratégie, dans ce cadre de cette stratégie de normalisation, le fait d'utiliser des figures féminines et de les mettre en avant s'inscrivait tout à fait là-dedans, avec donc une volonté de féminisation en images. Encore une fois, en interne et notamment dans les structures dirigeantes de l'organisation, il y avait très peu de femmes et leur rôle était très limité. J'imagine que de la même manière, les groupes qui sont entièrement féminins comme Némésis par exemple, ils servent aussi ce projet d'avancer un agenda raciste, mais aussi en disant que non, pas du tout, c'est qu'on défend, là dans leur cas, les droits des femmes, enfin, ça fait partie de cet instrument global de rebranding un peu de l'extrême droite radicale. C'est ça, tout à fait. Le collectif Némésis, de ce point de vue-là, est très intéressant. C'est un collectif qui est créé de mémoire en 2019, qui apparaît pour la première fois en 2019, et qui se fait connaître très vite pour ses happenings médiatiques qui consistent souvent, en tout cas au début c'était un peu leur premier modus operandi, d'aller déployer soit des pancartes, soit des banderoles dans des manifestations féministes, celle du 8 mars, celle de Nous Toutes, essentiellement à Paris au début, des banderoles pour demander la remigration des violeurs étrangers ou pour dénoncer une surreprésentation des étrangers dans les violences faites aux femmes en France, etc., etc. Et donc on est tout à fait dans ce cadre-là, d'utiliser un sort de vernis féministe pour évidemment servir un agenda xénophobe et raciste. C'est ça qui est intéressant, c'est que Némésis se dit féministe, alors que Thaïs Descuffon, par exemple, ne se dit pas féministe. C'est ça. Alors, Némésis a utilisé successivement plusieurs appellations. Au début, elle se disait féministe identitaire.
Ensuite, elles se sont dit que identitaire, c'était peut-être encore un peu trop sulfureux comme terme, quoique maintenant, ça l'est de moins en moins dans le débat public. Et donc maintenant, elles se disent féministes de droite. Elles sont souvent qualifiées, et un des termes, pour le coup, analytiques, qui correspond, c'est en effet le fameux nationalisme que vous citiez précédemment. Mais donc on a clairement ce vernis, ce branding féministe à des fins de xénophobie. J'ai une dernière question à vous poser, c'est le fait que ces dernières années, il y a une multiplication des projets d'attentats d'extrême droite. Mediapart y avait consacré un dossier en octobre 2025 qui s'appelle « Extrême droite, la menace terroriste ». Selon vous, cette augmentation, c'est le signe de quoi chez ces militants? Qu'est-ce qui est en train de changer, en fait? Pour que tout le monde puisse se rendre compte à peu près de quoi on parle, le chiffre du nombre de projets terroristes, de dossiers qualifiés de terroristes par les autorités d'ultra-droite, encore une fois, je mets des guillemets, il y en a 13 qui ont été déjoués entre 2017 et 2023. Il y en a eu d'autres depuis, mais on est en gros sur maintenant une quinzaine depuis 2017. C'est significatif. À titre de comparaison, le nombre de dossiers terroristes d'ultra-gauche, encore une fois en reprenant les termes des autorités, c'est un seul sur la période. En termes quantitatifs, ça c'est les chiffres. Il y a notamment quand même une banalisation au sein de la société, je pense, des idées d'extrême droite, de la diffusion des mots d'ordre de l'extrême droite, tous les termes d'ensauvagement, de grand remplacement, d'islamo-gauchisme, etc. sont des termes qui à l'heure actuelle sont utilisés largement au-delà du camp de l'extrême droite. Donc une banalisation de ces discours. Il y a également, de ce point de vue-là, je pense, une importance des attentats qu'a connu la France, et notamment des attentats de 2015. Donc on a aussi, de ce point de vue-là, peut-être une forme d'effet génération Bataclan. Bref, il y a tout un tas de phénomènes qui entrent en compte et qui sont complexes. Tout ça concourt à l'augmentation significative ces dernières années de l'augmentation de la menace terroriste d'extrême droite en France. Bon, après cette discussion, quelle œuvre vous voudriez recommander à nos auditeuristes sur tous les thèmes dont on a parlé aujourd'hui? Un livre intéressant en la matière, je trouve, c'est un livre d'un sociologue qui s'appelle Emmanuel Casajus, qui a fait sa thèse sur l'action française. Et c'est un petit livre qui s'appelle de mémoire Style et violence à l'extrême droite radicale, aux éditions du Cerf, qui est sorti il y a 2 ans, de mémoire 2-3 ans, qui est une adaptation de sa thèse, et qui est très intéressant, je trouve, sur les enjeux de hiérarchie et de paraître et d'esthétique au sein de l'extrême droite radicale. C'est quelque chose, je pense, de très important à comprendre et qui, je pense, est de plus en plus vrai en ce qui concerne ces militants. Pour l'immense majorité d'entre eux, on ne parle pas de doctrinaires, on ne parle pas de personnes qui ont des idées, des grandes théories politiques ou des connaissances en théorie politique très poussées. On parle de gens qui s'engagent dans certains groupes plutôt que d'autres, avant tout entre autres en tout cas, pour des histoires esthétiques et pour des histoires de paraître Parce que c'est cool en fait. De paraître cool, de paraître radical, de paraître un bonhomme, de paraître... Enfin, vraiment, c'est cet imaginaire-là, notamment masculiniste, ou en tout cas de la masculinité, le fait d'avoir des gros muscles, des gros bras, etc., et d'être radical, et ben c'est par certains aspects devenu cool, entre guillemets, dans ces mouvances-là. Et donc, je pense que c'est un livre intéressant et qui explique aussi, en fait, ces enjeux de hiérarchie même au sein de la mouvance de l'extrême droite. Si on caricature, il y a presque un côté cours de récré. Les groupes les plus radicaux, c'est les plus cools, et après il y a les groupes un peu intermédiaires, et il y a les moins cool avec les bolos entre guillemets de la cour de récré, quoi. C'est presque ça, et on a des jeux du coup de paraître où les militants vont passer d'un groupe à l'autre en montant entre guillemets les échelons de style et de paraître dans ces sphères-là. Style et paraître qui sont très souvent associés à des questions de violence et à des questions de masculinité. Merci Sébastien. Avec plaisir. C'est la fin de ce premier entretien autour des virilités radicales consacrées à l'extrême droite. Dans l'épisode suivant, Talma Desta poursuit son échange avec Sébastien Bourdon et cette fois-ci, ils se pencheront sur les militants antifa. La façon dont très souvent se mettent en scène les militants et militantes antifascistes eux-mêmes et elles-mêmes, on est sur des codes tout à fait virilistes, sur le fait en gros de vouloir montrer les muscles, dire on est fort, on est plus nombreux, on croise les bras, on montre qu'on a des gros muscles, notamment pour intimider ou en tout cas pour espérer impressionner un adversaire, en l'occurrence les différents groupuscules d'extrême droite radicale. Il sera en ligne sur toutes les plateformes d'écoute dès le jeudi 5 mars. Pour être averti de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Les couilles sur la table et d'activer les notifications. Et en attendant, dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier épisode dans les commentaires. Et si vous l'avez trouvé instructif, utile, partagez-le autour de vous sur les réseaux sociaux, mais aussi à tous les gens avec qui vous avez débattu de l'actu ces derniers jours.
Les couilles sur la table est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Pour cet épisode, Talma Desta s'est occupée de la préparation, de la conduite d'entretien et du montage. Jude Rigaud était à la prise de son, à la réalisation et au mixage. Charlotte Bex est à la production et l'édition. Lise Niederkorn à la communication. Thomas Rozek, c'est le rédac-chef de Binge et moi, c'est Naomi Titi. Je suis journaliste et je m'occupe de l'incarnation et la supervision édito des couilles sur la table. Merci beaucoup pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la deuxième partie sur les virilités radicales. Salut!